Marc Lachiaiseray, qui est directeur de recherche au CNRS, physicien théoricien, cosmologue. Il travaille également au laboratoire astroparticules et cosmologie, APC. Et pour le présenter, bien mieux que je ne le fais en ce moment, j'appelle Paul, et bien évidemment, Marc Lachiaiseray, qui va ce soir évoquer les physiciens qui ont dit non. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Bien, bonsoir à tous. Donc ce soir j'ai la lourde tâche de présenter Marc Lachiaiseray, et le gros problème c'est que tout ce que je comptais dire, Jean-Noël vient de le dire. Donc c'était pas des masses. Mais tout à l'heure j'ai parlé avec Marc pour savoir un peu de quoi il allait parler ce soir et puis préparer un peu ma présentation. Et il m'a dit qu'il savait pas trop sur quoi il allait parler. Donc j'espère que depuis il a trouvé 2-3 petites anecdotes à nous raconter ce soir, mais ça j'en doute pas. Ensuite donc j'ai la lourde tâche de le présenter. Donc c'est lourde tâche pourquoi? Parce que déjà je suis un peu stressé, je pense que je suis plus stressé que lui actuellement. Et puis aussi parce que c'est un habitué du Lazaret, il vient tous les ans en Corse pour ses conférences. On peut dire qu'il n'a jamais su dire non au Lazaret pour revenir sur le thème. Et du coup, quoi de plus dur que de présenter quelqu'un que tout le monde connaît, parce qu'ici, comme l'a dit Jean-Noël, il y a beaucoup d'habitués. Donc peut-être parmi vous, il y en a pour qui c'est la première fois, ou peut-être d'autres qui sont déjà venus mais qui ont un peu oublié qui était Marc Lachiaiseray, ce qui peut arriver, hein. C'est mal, mais ça peut arriver. Du coup, ça va un peu être redondant avec ce qu'a dit Jean-Noël, mais Marc est donc astrophysicien. Il a fait ses études à l'ENS à Ulm, et il a ensuite fait carrière au CNRS. Donc au CNRS, maintenant il est directeur de recherche à l'APC, comme l'a dit Jean-Noël. Et il s'est beaucoup intéressé à la question du temps, notamment, et est devenu spécialiste d'Einstein. Son dernier livre, qui s'appelle Einstein à la plage, et que je vous recommande de lire en Corse, je pense que c'est l'endroit idéal, dans lequel donc, il parle d'Einstein, ce qui va m'amener à ma première question. Pour vous, Marc Lachiaiseray, est-ce qu'Einstein a su dire non dans sa vie en tant qu'homme, mais aussi en tant que physicien, puisqu'il a vécu dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale? C'est une très bonne question, parce que effectivement c'est une partie de ce que je vais dire tout à l'heure, donc je ne vais pas complètement déflorer le sujet. Mais oui, il a dit non, et il a dit non finalement de plusieurs manières, et je vais essayer de suggérer peut-être que chez Einstein, ces manières de dire non s'enchevêtrent un peu, et que d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la physique, les manières de dire non sont d'abord primordiales et importantes, et que deuxièmement, également, elles s'enchevêtrent, et ça va être un peu mon thème de ce soir, qu'il y a plusieurs manières de dire non, et ces manières s'appellent d'une certaine manière les unes les autres. Très bien, à ce moment-là, je vais vous laisser en parler plus amplement dans la suite de la conférence. Merci Paul, merci. Bon, finalement, on est très bien assis. J'ai l'habitude de parler debout, mais je crois que maintenant que je suis assis, je vais avoir du mal à me relever. Donc, dire non, eh bien, il est tentant de répondre oui, bien sûr, puisque je suis là. Mais non, c'est un mot que j'aime bien. D'abord, c'est un mot court, facile à dire, et puis qui est assez élégant, parce qu'il y a une certaine symétrie dans le O encadré par les deux N. Donc, et puis c'est un mot court, donc il semble que ça soit facile de dire non. Mais le problème, c'est que oui, c'est un mot court aussi. Et que donc, on est tenté aussi de dire oui. Et quand on vous demande quelque chose, faut-il dire oui, faut-il dire non? C'est toujours, évidemment, une question difficile. Et quelquefois, la bonne réponse, elle est entre les deux. Et hier, on a eu ce très bel exposé sur la non-violence qui nous a bien expliqué que face à une agression, eh bien, on ne va pas forcément dire oui à la violence, mais dire non, c'est pas non plus forcément se résigner. Donc, il y a une réponse intermédiaire, et souvent, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors, dire non, c'est intéressant, bien sûr, et si je parle du non et de ce qui n'est pas le non, donc vous avez compris, c'est pas forcément le oui. Et pourtant, quand on fait de la logique, eh bien, le non c'est l'opposé du oui.
Et vous avez tous appris que finalement la négation de la négation, c'est l'affirmation. Autrement dit, si je dis « il est faux que ceci est faux », bah, ça sous-entend « ceci est vrai ». Et c'est la logique dont on a l'habitude, c'est la logique qu'on applique de manière complètement courante, c'est la logique standard, c'est la logique avec laquelle les mathématiciens raisonnent, mais bien souvent, elle n'est pas suffisante dans la vie courante et dans la vie des physiciens, on va le voir. Et finalement, on a envie de formaliser ça, et les logiciens, évidemment, s'intéressent à ces choses-là. Et à côté de cette logique ordinaire, qu'on appelle la logique standard, ou qu'on appelle la logique booléenne, qui est ce qu'on appelle la logique tout court dans la vie courante, eh bien, il y a d'autres logiques. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la logique intuitionniste, et la logique intuitionniste, c'est une logique où ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai. Autrement dit, la négation de la négation n'est pas forcément équivalente à l'affirmation. Et le principe du tiers exclu, autrement dit, ne s'applique pas forcément. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le principe du tiers exclu, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en mathématiques pour démontrer un théorème, c'est-à-dire on fait l'hypothèse quelquefois que ce théorème est faux, et on montre que l'on arrive à une contradiction. Autrement dit, il est faux que le théorème est faux, et ça implique que le théorème soit vrai. Eh bien, il y a une autre logique où il est faux que ceci soit faux, n'implique pas que ceci soit vrai. Alors pourquoi je vous parle de ça? D'une part parce que ça s'applique quelquefois à la vie courante, et il y a d'ailleurs un autre type de logique qui est un peu inverse, qui nous dit que quelquefois quelque chose peut être à la fois vrai et faux. Alors ça paraît très bizarre, ça paraît évidemment contradictoire, mais on peut montrer que on peut définir une logique avec des axiomes qui sont parfaitement cohérents, où on peut admettre une certaine dose de contradiction. Et ça intéresse les juristes, par exemple, les juristes qui essayent de mettre sur pied les lois européennes, parce que quand on veut harmoniser les législations de plusieurs pays européens, eh bien on s'aperçoit que quelquefois, sur tel ou tel sujet, eh bien, par exemple, les lois françaises peuvent contredire les lois allemandes. Et il n'est pas forcément facile de changer les lois. Et ce qu'ont montré donc ces juristes en appliquant cette logique qui s'appelle la logique paraconsistante, c'est qu'on peut quand même définir une législation à l'échelon européen qui soit en accord avec la législation française et en accord avec la législation allemande, même si localement, disons sur une certaine frontière, il existe des contradictions. Bon, tout ça j'en parle aussi parce que donc dans la vie courante, il peut y avoir des situations où on a l'impression que ça n'est pas vrai, quelque chose n'est pas vrai, pardon, quelque chose n'est pas faux, et ça ne veut pas forcément dire que cette chose-là soit vraie. Et puis, je vous en parle aussi parce que ce dont je vais vous parler à la fin de mon exposé, j'espère que j'aurai le temps de le faire, c'est ce que je pourrais appeler le non quantique. Et la physique quantique nous a confrontés à des questions, à des situations où finalement il se passe quelque chose qui semble un petit peu déroutant, qui semble heurter notre logique, et précisément, certains travaux très récents ont montré qu'on pouvait interpréter la physique quantique en disant que c'était un langage de proposition, parce que finalement quand on fait de la physique à notre niveau, c'est un langage de proposition. Quand je fais de la physique, eh bien j'énonce des propositions sur le monde. La Terre est ronde, la Terre tourne autour du Soleil, qui peuvent être vraies ou fausses. Quand j'essaye une nouvelle théorie, je vais par exemple énoncer des propositions qui peuvent être fausses, jusqu'à ce que j'ai démontré qu'elles soient vraies, ou qu'on va démontrer précisément qu'elles soient fausses. Eh bien, ce qui permet une manière, je vais dire, de caractériser la physique quantique, c'est donc d'utiliser cette logique paraconsistante, cette logique intuitionniste, qui nous dit que certaines affirmations, et on va faire par exemple, on va créer un électron dans un dispositif physique, et on va se demander si l'électron est dans tel ou tel état, est-ce que l'électron est dans tel état, est-ce que l'électron a telle propriété, eh bien, s'il est faux que ça soit faux, c'est pas forcément vrai. Et donc, finalement, la logique intuitionniste s'applique et ça résume finalement l'étrangeté de la physique quantique. C'est une manière de la formaliser. Bon, c'est un petit peu compliqué peut-être, je vais parler d'autre chose avant de revenir à ça, mais je voulais quand même vous parler de ces logiques du oui et du non. Et revenons au non, puisque c'est le thème de cette soirée. Et ce que je voudrais dire, c'est que aussi il y a des noms de nature très différente. Parce que quand on veut dire non, eh bien d'abord,
De qui s'agit-il? Qui se pose le problème de dire oui ou de dire non? Et à propos de quoi? Il faut bien comprendre avant de répondre à propos de quoi il s'agit de dire oui ou de dire non. Et ceux qui, par exemple, vont mettre sur pied des référendums savent très bien qu'il est très important de formuler la question de telle ou telle manière, surtout si l'on attend telle ou telle réponse. Je ne vous fais pas un dessin. Donc il est important de savoir à propos de quoi on dit oui et à propos de quoi on dit non, et à qui on dit oui et à qui on dit non. Encore une fois, je souligne tous ces points parce qu'ils vont intervenir dans la discussion. Et une autre chose, c'est que on va donc parler de l'histoire de la physique, et il y a des oui petits et des oui non, des micro-noms, pardon, des noms petits et des noms grands, des micro-noms et des macro-noms, et quelquefois des accumulations de petits noms qui font un grand nom. Ça vous paraît peut-être un peu mystérieux, mais je vais vous parler par exemple de ce qui s'est passé aux alentours de la Renaissance, où il a commencé à y avoir des contestations successives de la physique qui régnait à l'époque, qui en gros était la physique d'Aristote, des contestations par Nicole Oresme, Nicolas de Cuse, Nicolas Copernic, Kepler, Tycho Brahe, Galilée, etc. Et tous ces petits noms sur des points précis se sont transformés en un grand nom qui a conduit au rejet de cette physique et à l'adoption de la nouvelle physique qui est la physique newtonienne, qui est en gros la physique que nous connaissons, que nous apprenons à l'école et qui a très bien fonctionné depuis 3 siècles. Et puis après, bien sûr, je vais vous parler d'un autre nom qui est le nom du XXe siècle, le double nom du XXe siècle, le nom de la physique quantique, le nom de la physique relativiste vis-à-vis de cette physique Newton, en disant chaque fois non, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut changer des points fondamentaux de cette physique, ce qui va aboutir à la physique quantique et à la physique relativiste, avec les noms de Einstein, Heisenberg entre autres, et je parlerai de ces deux personnages très importants. Et précisément, puisque j'en arriverai à évoquer la manière dont ils ont été amenés à dire non en physique, et des noms très importants puisque ce sont des noms qui ont complètement révolutionné notre vision du monde, notre vision de la physique, et bien qu'il y a eu en même temps des noms, disons, sur le plan politique, des noms ou des peut-être, et que finalement on peut mettre en parallèle d'une certaine manière ce nom politique avec ce nom scientifique ou métaphysique. Ce qui m'amène encore à une dernière distinction, qui est de dire qu'il y a des noms qui sont sur des plans différents. Il peut y avoir un nom idéologique, il peut y avoir un nom spiritualiste, il peut y avoir un nom métaphysique, un nom scientifique, un nom politique, et bien entendu dans l'histoire de la physique et dans l'histoire des sciences on rencontre des noms de ce type, mais ce qui m'a paru très intéressant c'est d'essayer de mettre en évidence des situations où ces noms se confondent, où il y a un nom qui se présente comme un nom scientifique et qui en fait est un nom idéologique, ou l'inverse. Et il me semble que ce sont des situations extrêmement intéressantes parce que chaque fois qu'on a affaire à un bouleversement de la physique, on peut dire un progrès de la physique, quand on est passé de la physique d'Aristote à la physique newtonienne, de la physique newtonienne à la relativité, eh bien c'est un bouleversement bien entendu qu'on peut caractériser comme un bouleversement scientifique, mais c'est aussi un bouleversement idéologique et qui va très loin finalement dans la remise en cause de ce que nous connaissons ou de ce que nous croyons connaître. Et c'est un peu une des idées que je vais essayer de faire passer. Donc un nom scientifique, un nom idéologique, et puis pas loin derrière, qui l'accompagne, un nom politique. Alors il y a toute une... Je vais donner un exemple tout de suite, peut-être pour entrer dans le vif du sujet, à propos de quelque chose que vous connaissez tous un peu, parce que j'en ai parlé ici, et puis de toute façon c'est quelque chose qui est très médiatique, c'est les modèles de Big Bang. Petit rappel sur l'histoire des modèles de Big Bang, c'est, disons, nos modèles cosmologiques, c'est-à-dire les modèles que nous avons aujourd'hui pour décrire l'univers. Et vous savez sans doute qu'ils fonctionnent d'une manière qui est de plus en plus précise, c'est une théorie extraordinaire. Personne ne s'attendait, il y a quelques dizaines d'années, qu'elle soit confirmée d'une manière aussi multiple et aussi précise. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et si on remonte à la période où ces modèles ont été mis en place, c'est-à-dire dans les années 1920-1930, on s'aperçoit qu'il y a des noms très importants qui ont surgi. Alors, d'où sont venus ces modèles? Alors, je passe très rapidement sur une longue histoire, mais il faut comprendre que dans les années 1920, on commence à faire, sous l'impulsion de Albert Einstein, dont je vais beaucoup parler ce soir, et dont nous fêtons finalement le centenaire de sa découverte de la relativité générale,
mais là c'est plutôt des années 1920 dont je parle, qui sont postérieures à sa théorie, et Einstein a l'idée de l'appliquer à l'univers dans son ensemble, de appliquer sa théorie de la relativité générale pour résoudre, ou pour en tout cas faire progresser, le problème cosmologique. Qu'est-ce que c'est que l'univers? De quoi est fait l'univers? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est infini? Est-ce qu'il a toujours existé? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il a un début? Est-ce qu'il a une fin? Etc. Voilà des questions du problème cosmologique. Et Einstein s'aperçoit que sa théorie est tout à fait adaptée pour résoudre cette question. Et il se trouve que dans les années 1920, d'un autre côté, et quand je dis d'un autre côté, c'est en fait plus précisément de l'autre côté de l'Atlantique, parce que dans les années qui précèdent 1920, évidemment, en Europe, c'est la guerre et on s'occupe d'autre chose que de faire de l'astronomie. En revanche, aux États-Unis, il y a des très grands télescopes qui sont mis en service et on découvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion de l'univers. Et par exemple, il y a les travaux de physiciens d'astronomes comme Vesto Slipher, Edwin Hubble, dont vous avez certainement entendu parler, qui découvrent que les galaxies semblent s'éloigner de la nôtre. Et on comprend, et en fait c'est un physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître, dont j'ai déjà parlé ici à l'occasion, qui comprend que c'est le signe de quelque chose de fondamental, de cosmologique, qui est l'expansion de l'univers. Bon, ça s'est pas fait aussi facilement que je le dis, c'est une histoire également très intéressante, mais en 1930, disons, sous l'impulsion des travaux de Georges Lemaître, les astronomes, les cosmologues, les physiciens, tout le monde comprend que l'univers est en expansion et qu'on arrive très bien à décrire ça dans le cadre de cette théorie de la relativité générale énoncée par Einstein quelques années plus tôt. Donc c'est la naissance de la cosmologie relativiste. Mais Georges Lemaître va un peu plus loin, il montre par des raisonnements très très simples, très très naturels, qu'une conséquence de l'expansion, ça doit être que l'univers évolue. L'univers doit se diluer, c'est-à-dire sa densité doit être de plus en plus faible, il doit se refroidir, ce qui veut dire que dans le passé, il était plus dense, il était plus chaud. Autrement dit, l'univers évolue, il n'a pas toujours été le même, alors que depuis toujours, depuis Newton et depuis bien avant, on pensait toujours que l'univers avait toujours été le même depuis sa création. Sa création, c'est quand? On n'en sait rien, mais en tout cas, l'univers a été créé ou non, mais il est toujours resté le même. Et ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est le début, on est dans les années 1930, de ce qui sera appelé plus tard les modèles de Big Bang, mais qui ne sont pas du tout encore appelés comme ça, qui sont appelés l'atome primitif par Lemaître, qui ensuite sera appelé l'univers chaud par les physiciens nucléaires qui vont s'y intéresser, mais qui ne sera reconnu que dans les années 1960. Pourquoi sera-t-il reconnu uniquement dans les années 1960? Parce que justement, à ce que dit Georges Lemaître, va s'élever un nom, et même un double nom. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette question, c'est parce qu'il y a un nom qui est d'une double nature, qui est à la fois d'une nature scientifique et d'une nature idéologique. Le nom scientifique, il est assez facile à comprendre. C'est que quand on fait les calculs dans le cadre de ces modèles de Georges Lemaître, calculs permis par la théorie de la relativité générale, eh bien on peut calculer en gros ce qu'on appelle l'âge de l'univers, et en gros la définition de l'âge de l'univers, c'est simplement la limite supérieure de toutes les durées de tous les objets qui ont existé. Et ça veut dire simplement que si on arrive à calculer cet âge de l'univers, aucun objet n'a pu exister depuis une durée plus longue que ceci. Et cet âge de l'univers, quand on le calcule à l'époque, on tombe sur un chiffre de 2 milliards d'années. Or, on savait à cette époque déjà, par les géophysiciens, savaient que la Terre avait 4 milliards d'années. Donc il y avait un conflit, vraiment un conflit scientifique, un conflit sur les données, ce qui a conduit bon nombre de cosmologues et de physiciens à dire on ne peut pas accepter un modèle qui énonce quelque chose, à savoir l'univers a un âge entre guillemets de 2 milliards d'années, qui contredit ce qu'on connaît que la Terre a 4 milliards d'années. Donc, rejet du modèle, ce à quoi Lemaître répond, je pense qu'il y a une erreur dans les observations quelque part. Et il avait raison en fait, mais on ne pouvait pas le savoir à l'époque, et 20 ans plus tard, on va montrer que les mesures de distance des étoiles et des galaxies sur lesquelles on se fondait étaient fausses d'un facteur presque 10, et quand on va réévaluer le chiffre de l'âge de l'univers, on va tomber sur 13 milliards d'années, et tout ira bien. Mais à l'époque, ça a créé un rejet, donc un non à ce modèle, un non finalement justifié.
Et puis il y a un autre nom qui est venu d'une source différente, qui est plutôt idéologique, qui a d'abord été proféré par Einstein lui-même. Einstein voit ce modèle, et dans le modèle de Lemaître, on croit voir une origine. Alors ça c'est aussi un grand malentendu, croire que les modèles de Big Bang, ce sont des modèles pour l'origine de l'univers, pour la création de l'univers. Lemaître lui-même, et puis ensuite tous les cosmologues un peu sérieux se sont défendus de cette chose-là, mais quand on regarde un peu facilement, eh bien ça ressemble à un récit de la création. Et Einstein lui-même a dit je n'aime pas ce modèle parce qu'il ressemble trop au récit de la création. D'autres, comme Eddington et encore d'autres grands scientifiques de l'époque, ont dit non, je n'aime pas ce modèle, il ressemble trop au récit de la création, il ressemble trop au récit des Écritures, et donc c'est du concordisme. Concordisme, qu'est-ce que c'est? C'est le souci de faire concorder le récit scientifique avec le récit des Écritures. C'est un peu comme les gens qui s'amusent à chercher des traces du déluge en archéologie ou des choses comme ça. Bon, ils ne se rendent pas compte qu'il y a deux discours qui sont d'un ordre différent, comme le disait déjà Galilée, comme l'a répété Lemaître et comme l'ont répété beaucoup de philosophes et beaucoup de scientifiques. Donc il y avait là un nom idéologique. Alors Einstein et Eddington se sont assez vite rendus à l'évidence, enfin pas si vite que ça, mais ils ont quand même plié parce qu'ils se sont bien rendus compte que leur argument n'était pas scientifique. Mais disons que d'autres physiciens ont insisté en essayant de faire valoir une sorte d'anticléricalisme ou de neutralité laïque de la science, en revendiquant une neutralité laïque de la science, ce qui est effectivement tout à fait justifié, mais en imputant à tort à ces modèles de Big Bang un caractère concordiste. Donc on rejette ces modèles de Big Bang parce qu'ils ressemblent trop au récit des Écritures, au fiat lux des Écritures, et parce qu'ils laissent soupçonner un concordisme de son auteur, ce dont Georges Lemaître s'est toujours défendu avec raison, puisque quand on regarde ses raisonnements, quand on regarde tous les articles qui ont été publiés à l'époque par lui et par d'autres, ce sont des articles scientifiques où il n'y a aucun argument d'ordre religieux, d'ordre concordiste ou quelque chose comme ça. Donc un rejet qui véritablement est de nature idéologique et qui s'est mêlé évidemment au rejet scientifique, donc un double nom qui est finalement devenu un nom, mais un nom très lourd, puisque ce nom a pesé sur les modèles de Big Bang pendant à peu près 30 ans, et ils n'ont été reconnus comme des modèles vraiment valables pour décrire notre univers que 30 ans plus tard, lorsqu'a été découvert le fond diffus cosmologique, ce fameux fond diffus cosmologique dont évidemment vous avez tous entendu parler, vous avez tous vu des magnifiques photos dans les magazines, et qui là est un indice vraiment tout à fait caractéristique des modèles de Big Bang, et il n'en existe absolument aucune autre explication. Donc on peut dire que dans les années 1960, la communauté scientifique, la communauté des physiciens, des cosmologues, s'est rendu à l'évidence, les modèles de Big Bang décrivent bien de la bonne manière notre univers. Ça ne veut pas dire qu'un jour on va trouver autre chose de plus subtil ou de différent, mais en tout cas jusqu'à maintenant, non seulement aucun autre modèle ne marche aussi bien, mais c'est surtout que jamais personne n'a proposé un autre modèle cosmologique qui soit cohérent et qui soit en accord avec les données d'observation. Donc, vous voyez, un nom idéologique et un nom scientifique qui se mélangent et s'interpénètrent et qui essayent chacun de se justifier un peu par l'autre, explicitement ou implicitement. Alors évidemment, si je vous dis ça, ça va vous rappeler quelque chose qui est l'affaire Galilée et l'affaire Copernic. C'est pareil, il y a eu à cette époque un grand nom, mais ce nom, on peut le faire remonter beaucoup plus loin, puisque à l'époque grecque et à l'époque d'Alexandrie. Alors si on essaye de remonter aux prémices de la science, à l'époque qu'on pourrait appeler pré-scientifique, essentiellement en ce qui concerne l'astronomie, l'astrophysique et la physique, puisque c'est mon domaine, eh bien on s'aperçoit qu'il y a eu une astronomie pas très active, disons dans l'Antiquité lointaine, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, qui à son tour a influencé celle des Grecs, mais avec un changement fondamental chez les Grecs, et chez les Grecs ensuite, il y a eu plusieurs écoles qui se sont opposées les unes les autres. Donc c'est ce que j'appelle les grands noms, c'est-à-dire que quand je parle d'un petit nom, c'est un individu, même si c'est un grand individu comme Einstein, c'est un individu qui dit non, et ensuite il en découle quelque chose qui peut être évidemment très important. Mais là je parle de noms qui sont finalement des grands noms, pas des grands noms NOM, mais des grands noms NON,
parce que ce sont des écoles entières, par exemple l'école des aristotéliciens qui va rejeter les arguments des atomistes, ou l'école, une partie de l'école de l'école d'Alexandrie qui va rejeter une partie de la physique aristotélicienne, etc. Donc on a des écoles, on a les présocratiques ioniens, on a les pythagoriciens, on a les atomistes, on a les platoniciens et les aristotéliciens, on a ensuite l'école d'Alexandrie, qui chaque fois défendent des positions du monde différentes, qui quelquefois sont semblables, reprennent celles de leurs prédécesseurs en les modifiant assez peu, mais qui quelquefois se caractérise par un nom très aigu, un nom très violent. Et par exemple, on peut penser à Aristote qui va dire non à deux des concepts très importants des atomistes, qui sont la notion d'infini et la notion de vide. Les atomistes au 5e, 4e siècle, les atomistes grecs, défendent une conception du monde où le monde est infini, où il est rempli de vide, si je puis dire, et ce vide est lui-même rempli d'atomes, et ensuite Aristote viendra complètement en opposition à ces idées, avec un grand nom. Non, il n'y a pas d'infini, l'infini n'existe pas, du moins n'existe pas en réalité, l'infini en acte n'existe pas, donc l'univers lui-même ne peut pas être infini dans son extension, et Aristote va défendre un modèle d'univers fini qui va rester le dogme jusqu'à peu près à la période de Newton. Disons en tout cas de Giordano Bruno, j'en dirai un mot dans un moment. Donc Aristote se caractérise, entre beaucoup d'autres choses, par un non à l'idée d'infini, et aussi à l'idée d'un non à l'infini actuel en mathématiques. On pourrait écrire beaucoup, dire beaucoup là-dessus, et un non à l'idée de vide aussi. Mais finalement, non à l'idée de vide, c'est difficile de nier cette idée de vide, parce qu'on s'aperçoit bien que entre la matière, il y a quelque chose. Et Aristote va inventer quelque chose de nouveau qui va s'appeler l'éther. Et finalement, on s'aperçoit que dans toute l'histoire de la physique, ces notions de vide et d'éther vont revenir en s'opposant quelquefois l'une à l'autre, en étant quelquefois en opposition l'une avec l'autre, en étant mal définies chaque fois. Et ce qui est caractéristique, c'est que cette notion de vide et sa négation, puisqu'on s'aperçoit qu'on voudrait définir le vide, on n'y arrive pas, donc on va nier cette idée de vide, eh bien on s'aperçoit que bien souvent, les progrès de la physique qui ont eu lieu dans toute cette histoire qui a duré pendant 2 millénaires, eh bien, peuvent s'interpréter comme une contestation, des problèmes d'abord qui naissent à propos de la notion de vide ou d'éther, une contestation, une négation, et puis cette négation fait surgir des paradoxes qui conduisent à abandonner un ancien mode de pensée, un paradigme comme disent les épistémologues, et à adopter une nouvelle manière de penser, un nouveau paradigme, une nouvelle théorie physique, qui à son tour va être confrontée à une notion du vide qui ne va pas marcher et qu'il va falloir amender, et puis nouvelle révolution physique. Il y a une sorte de dialectique comme ça, et donc un des messages que je voudrais faire passer ce soir, c'est que toute l'histoire de la physique, finalement, c'est un peu comme ça, une dialectique, une opposition. On dit quelque chose, un personnage, un physicien ou une école de physiciens va énoncer une théorie qui s'accompagne avec une vision du monde, qui a toujours évidemment un côté idéologique aussi, sociologique, mythique, et puis finalement cette vision du monde, il va y avoir quelques protagonistes qui vont dire non, ça ne va pas, non, ça ne va pas, des noms ponctuels, des petits noms qui vont être agrégés en un grand nom, et puis ça va basculer. Donc basculement à la Renaissance et à l'époque de Newton, et puis basculement au XXe siècle, qui sont, disons, deux des grands basculements de cette longue histoire de la physique. Alors, je ne résiste pas, donc je voulais vous parler d'Aristarque de Samos, qui est un des physiciens de l'époque, de l'école d'Alexandrie au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, qui a dit un nom très, très intéressant, c'est le nom au géocentrisme, puisque dans tous les modèles précédents, c'est la Terre qui est au centre du monde. Chez Platon, chez Aristote, la Terre est au centre du monde, et c'est le modèle qui va dominer. Eh bien non, Aristote va dire non. Non, c'est pas la Terre qui est au centre du monde, la Terre tourne sur elle-même, et la Terre tourne autour du Soleil. Bon, mais ça ne sera pas très bien entendu, et Aristarque va être accusé d'impiété par un stoïcien notamment qui s'appelle Cléante, et la question qu'on peut se poser, est-ce que ce nom, d'abord il y a le premier nom d'Aristarque, et puis le nom au nom d'Aristarque par Cléante, est-ce que c'est pour des motivations scientifiques, ou est-ce que c'est pour des motivations, disons, idéologiques? Il est accusé d'impiété, il n'est pas accusé d'avoir émis une théorie qui serait fausse,
Eh bien, c'est assez curieux parce que si on regarde les analyses de cette contradiction, on s'aperçoit qu'il est très difficile de savoir si, d'abord, les motivations d'Aristarque lui-même et puis aussi de ses contradicteurs étaient des motivations plutôt scientifiques ou plutôt idéologiques, religieuses, même si l'accusation porte le nom d'impiété. Alors, même motif, même punition au XVIe siècle, avec évidemment Copernic. Copernic qui est l'héritier d'une longue tradition, qui est finalement, comme on dit quelquefois, le dernier des astronomes arabes, parce que vous savez que si la science est née de nouveau dans notre civilisation à partir du XIIe, XIIIe et de la Renaissance, c'est par l'intermédiaire de la science arabe, en disant que les textes grecs avaient été oubliés, et c'est les Arabes un peu qui, après l'école d'Alexandrie, qui s'est terminée vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, ont repris le flambeau à partir du 8e, 9e siècle. Donc la science arabe, c'est la science qui, d'une part, reprend les auteurs grecs comme Aristote, qui en même temps les conteste. Il y a une grande contestation d'Aristote, mais une contestation scientifique et très fructueuse dans cette science arabe, qui ensuite nous est transmise au XIIe, XIIIe siècle, et qui va conduire à la fondation des universités et l'établissement de cette science moderne que nous avons aujourd'hui dans notre civilisation. Et finalement, quand on regarde la bibliothèque de Copernic, bon, bah, c'est essentiellement les livres des mathématiciens et des astronomes arabes. C'est pour ça qu'on appelle quelquefois Copernic le dernier des physiciens, des scientifiques arabes, parce que cette civilisation arabe n'a plus apporté à la science à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et donc Copernic, en tout cas, longue tradition, avec en plus ce qu'on appelle quelquefois la tradition égyptienne, qui n'est pas vraiment une tradition égyptienne, mais qui veut dire orientale, c'est-à-dire avec un peu de mysticisme, avec un peu de magie, et notamment le mysticisme à propos du soleil. Et donc Copernic va dire non à la doctrine en vigueur, qui était la doctrine aristotélicienne, donc réintroduite, et puis refondue aussi avec la doctrine chrétienne. Donc on était dans un dogme à cette période qui suit le Moyen-Âge, qu'on pourrait dire aristotélito-chrétien, une sorte de synthèse dans laquelle saint Thomas d'Aquin a joué un grand rôle, entre la physique qui revenait d'Aristote et les écritures chrétiennes, qui donc est un dogme très, très puissant, qui reprend essentiellement les notions aristotéliciennes. Et Copernic, comme vous le savez, va dire non, la Terre n'est pas au centre de l'univers, la Terre tourne autour du Soleil, et donc elle n'est pas immobile, mais elle est elle-même mobile, et ça a beaucoup de conséquences en astronomie, parce que dans ce cas-là, on a un point de vue mobile sur le monde, et la manière dont on voit les mouvements célestes, c'est pas du tout la même chose quand on observe un mouvement d'un point de vue fixe ou d'un point de vue mobile. Et donc, et vous savez tous que cette époque, c'est aussi l'époque de la perspective. Et qu'est-ce que c'est que la perspective? C'est la science qui nous dit qu'on voit la réalité depuis un point de vue. Donc, savoir qu'on regarde le monde depuis un point de vue, c'est lié à ce qu'on appelle aujourd'hui la relativité, qui a été très importante par la suite avec Galilée, Newton et puis surtout les théories d'Einstein. Mais donc la notion de point de vue, le fait que quand on regarde le monde, on le regarde d'un certain point de vue, et que si on le regardait d'un autre point de vue, ça ne serait pas forcément pareil, ça serait le même monde, mais peut-être vu sous une autre apparence, c'est extrêmement important. Donc ce nom de Copernic, il est extrêmement important, il est fondateur, un des piliers sur lesquels va se fonder la nouvelle astronomie et même la nouvelle science en général. Alors des piliers comme ça, il y en a d'autres. Il y a Giordano Bruno qui dit un nom très puissant également, et à cause de ça, il finira mal, puisque vous savez qu'il va être brûlé en 1600 par l'Inquisition sur le Campo dei Fiori à Rome, pour avoir énoncé que l'univers est infini et qu'il y avait d'autres mondes semblables au nôtre. Notre monde, c'est quoi? Selon la conception aristotélicienne, c'est le Soleil avec les planètes, et ce que dit Giordano Bruno, qui est totalement hérétique, c'est de dire il y a d'autres mondes, c'est-à-dire il y a d'autres soleils, d'autres étoiles avec des planètes autour. Ce qu'aujourd'hui, évidemment, est tout à fait confirmé par les observations, mais qui à l'époque était une hérésie. Donc c'est un nom très violent, très puissant contre cette physique établie, qui a conduit à cette fin malheureuse pour Giordano Bruno. Mais il y a aussi le nom de Tycho Brahe et de Kepler. Alors il faut savoir que après Copernic, les deux... Alors la science de Copernic n'est pas enseignée, parce que Copernic lui-même, qui énonce son hypothèse
le géocinétisme et l'héliocentrisme, c'est-à-dire le mouvement de la Terre et le centre du monde sur le Soleil, l'énonce dans son livre qui s'appelle le De Revolutionibus, qui est paru en 1543, comme une hypothèse, ce qui lui permet de ne pas être trop ennuyé par l'Église. Et c'est vrai, son livre sera mis à l'index, mais il sera mis à l'index presque un siècle plus tard. En 1616, si je me souviens bien, ou 1613, enfin, en tout cas beaucoup plus tard. Copernic, lui, n'est pas vraiment ennuyé, et la doctrine copernicienne ne démarre pas tout de suite. Mais les deux plus fervents défenseurs de cette doctrine, les deux premiers, ce seront Kepler et Galilée. Galilée qui aura quelques ennuis aussi, comme vous le savez, mais Kepler lui aussi est un fervent défenseur de cette doctrine, et en même temps, Kepler va contester autre chose. Il va y avoir aussi un nom de Kepler et un nom de Tycho Brahe, et d'ailleurs des noms qui s'opposent, c'est assez extraordinaire. Alors je commence par Kepler. Ce que Kepler s'intéresse aux orbites des planètes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Platon et Aristote, justement, il y a une sorte d'édit qui règne, une sorte de loi absolue, c'est que dans le ciel, d'abord, tout est toujours identique, rien ne change, c'est le monde de l'incorruptibilité, par opposition au monde terrestre où tout se corrompt, c'est-à-dire les choses naissent, les choses évoluent et les choses meurent. Dans le ciel, tout est toujours la même chose, il ne peut rien y avoir de nouveau. Première énoncé absolu. Et deuxième énoncé absolu, le ciel étant le monde de la perfection, ne peuvent y régner que des figures parfaites. Et les seules figures parfaites, parfaitement harmonieuses, ce sont le cercle et la sphère. Donc de cette sorte d'édit platonicien découle que on ne peut expliquer les mouvements célestes, notamment les mouvements des planètes, que par des cercles ou par des sphères. Et comme on sait aujourd'hui que ce ne sont pas des sphères et des cercles, eh ben c'est extrêmement compliqué. Il faut inventer des combinaisons de sphères. Alors ça a été le travail d'un mathématicien astronome qui s'appelait Eudoxe à l'époque de Platon. Une combinaison de mouvements sphériques qui arrive à peu près à rendre compte de ce qu'on observe, ou les épicycles qui sont venus plus tard, justement, par exemple, par Aristarque et les physiciens d'Alexandrie. Qui sont des combinaisons de mouvements circulaires, et c'est combiné d'une manière tellement astucieuse et compliquée qu'il y a des cercles qui entraînent d'autres cercles, qui entraînent d'autres cercles, et ces cercles entraînent les planètes, mais c'est extrêmement compliqué à tel point qu'aujourd'hui le mot épicycle est devenu le synonyme d'une explication beaucoup trop compliquée pour rendre compte des phénomènes, mais en tout cas c'est jusqu'à Kepler, c'est de cette manière seulement que l'on tente d'expliquer les mouvements célestes. Et Kepler, lui, se met à étudier vraiment scientifiquement ces modèles. Et il aboutit à un grand non également. C'est non, les mouvements des planètes ne sont pas des cercles ou des combinaisons de cercles. Non, ce sont des ellipses, je l'ai démontré. Et ce non, il se l'adresse à lui-même, parce que lui-même était convaincu que c'était des cercles. Pourquoi il était convaincu que c'était des cercles? Parce que Kepler, comme beaucoup de son époque et depuis Platon, est un fanatique de l'idée de l'harmonie dans les cieux. Les cieux doivent être le règne de l'harmonie. Parce que Kepler, comme la plupart des lettrés à cette époque, ont une éducation religieuse et sont persuadés que Dieu a créé un monde harmonieux et qu'on doit observer cette harmonie, on doit l'observer de manière directe dans le cercle. Donc Kepler est lui-même choqué de sa propre découverte, et il écrit dans son livre « Je l'ai prise comme un tas de fumier ». Et finalement, il se rend à l'évidence, ce sont bien des ellipses. Et dans son livre, il rajoute une petite note. Alors j'ai déjà raconté ça ici, mais je vois qu'il y a des têtes nouvelles quand même. Donc cette petite note, elle est très suggestive de l'état d'esprit de Kepler, parce que elle fait allusion à cette idée d'harmonie céleste, de musique des sphères qui règne depuis Platon. Et c'est l'idée que les planètes, quand elles décrivent leurs orbites, crée de la musique. Et elle crée une musique, une note d'autant plus aiguë qu'elles vont vite sur leur orbite. Alors, il savait déjà que les planètes vont à des vitesses différentes, et donc chaque planète émet une note de musique, et l'ensemble de ces notes de musique crée une harmonie qui est l'harmonie des sphères, l'harmonie céleste, et c'est quelque chose qui est tellement imprégné dans la culture jusqu'à la Renaissance que je pense qu'on ne
peut pas trouver un seul auteur depuis Platon qui n'évoque pas d'une manière ou d'autre cette harmonie céleste, cette harmonie des sphères. Et Kepler lui aussi. Et Kepler, s'il découvre que les orbites des planètes ne sont pas des cercles mais des ellipses, ça change tout. Ça change tout, parce que une planète sur une ellipse, elle change de vitesse. Donc Kepler se dit, si elle change de vitesse, elle ne va pas émettre une note, mais elle va émettre plusieurs notes. Elle va émettre des notes dans un certain intervalle. Donc à chaque planète est associée non pas une note de musique, mais un intervalle musical. Et voilà le raisonnement de Kepler, il se dit, et du coup c'est une harmonie encore plus belle, et on peut glorifier encore mieux le Créateur. Et là, il rajoute une petite note, et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, si on prend la planète Terre, qui elle a une orbite presque circulaire, ça veut dire qu'elle change très peu de vitesse sur son orbite, puisque c'est presque un cercle, et donc elle émet des notes dans un intervalle musical très petit. Qu'est-ce que c'est que l'intervalle musical le plus petit? C'est le demi-ton dans la gamme. Et le demi-ton, c'est ce qui sépare la note Mi et la note Fa. Et donc il ajoute très sérieusement une petite note en disant « Et c'est pour ça que sur la Terre, nous sommes toujours soumis à misère et famine. Miseria famina. » Et tout ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment écrit tel quel dans Kepler, et c'est mélangé à ces raisonnements scientifiques. Ça donne un aperçu de la manière dont on raisonnait à l'époque de Kepler et de Tycho Brahe. Et donc Kepler, un grand nom qui bien sûr sera retenu, accompagné d'éléments évidemment très positifs, parce que en même temps que Kepler déclare non, ce ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses, il énonce les lois auxquelles obéissent ces ellipses et auxquelles obéissent le mouvement de ces planètes sur les ellipses, qui sont les lois de Kepler, et qu'on observe très bien, qu'on vérifie très bien, que toutes les planètes vérifient, que tous les satellites des planètes qu'on a trouvés par la suite jusqu'à aujourd'hui vérifient aussi, et que Newton a complètement expliqué, dont Newton a complètement expliqué l'origine dans sa théorie. Mais il n'y aurait pas eu Copernic, il n'y aurait pas eu Kepler, il n'y aurait jamais eu Newton ensuite, il n'y aurait jamais eu la fondation de la physique moderne, etc. Alors pour revenir quand même à Copernic, Galilée, eh bien évidemment, après Copernic, après Giordano Bruno brûlé en 1600 par l'Inquisition, pour avoir énoncé donc l'infinité des mondes, eh bien les physiciens sont quand même prudents. Et d'un autre côté, ils se rendent bien compte, d'un certain côté, qu'il serait très imprudent d'enseigner le modèle de Copernic. Et d'un autre côté, on se rend bien compte qu'il est meilleur que le modèle de Ptolémée, les modèles anciens. Et donc, Tycho Brahe a été, dans ce cas-là, très astucieux, parce qu'il a fait un modèle mixte. Il a fait un modèle mixte où, finalement, la Terre tourne bien autour du Soleil, et puis, finalement, non, c'est le Soleil, oui, qui tourne autour de la Terre. Il garde bien le Soleil mobile, parce que c'est ça qui est dans les Écritures, donc ça ne contredit pas les Écritures, et tout le reste tourne autour du Soleil. Donc, très très astucieux, arriver à peu près à récupérer toute l'innovation de Copernic, sans avoir besoin de dire un nom vraiment violent à ce qui est dans les Écritures. Donc quelque chose d'assez intéressant. Bon, donc ce que je veux mettre en évidence, c'est cette accumulation de petits noms, du nom de Copernic, du nom de Giordano Bruno, du nom de Kepler, du nom de Tycho Brahe, et il y en a d'autres, qui finalement vont être repris par la physique newtonienne, qui amalgame tous ces noms et qui crée quelque chose d'entièrement nouveau, qui rejette à peu près, non seulement qui va créer une nouvelle théorie physique, mais qui rejette la vision du monde complètement. Alors j'ai pas le temps d'énumérer finalement toutes les caractéristiques de ce rejet et de la construction de cette nouvelle physique, mais c'est quelque chose d'entièrement nouveau et d'entièrement qui marche extrêmement bien et qui va absolument rendre compte quasiment à la perfection de tous les phénomènes physiques jusqu'au début du XXe siècle, à tel point que le physicien anglais Lord Thomson, à la fin du 19e siècle, déclarait maintenant on a tout découvert dans la physique, il n'y a plus rien à découvrir, on a des lois qui marchent extrêmement bien, qui rendent compte de tout. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à résoudre les équations, mais on va y arriver et tout, et il ne reste plus rien à découvrir. Et ce qui restait à découvrir, c'était tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la physique quantique, la physique relativiste, et c'est là qu'on arrive à nos protagonistes sur lesquels je veux peut-être insister davantage, et notamment Albert Einstein. Alors Albert Einstein, je ne vais pas non plus passer en revue toute sa vie et toute sa carrière, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça pose des tas de questions, parce que Einstein, comme vous le savez, a eu
n'a pas montré dans son enfance des dispositions particulières, et en même temps c'était quelqu'un qui était très rebelle à l'autorité, rebelle à l'ordre, ce qui fait qu'à cause de ce tempérament rebelle, ben, ses périodes scolaires n'ont pas été extrêmement faciles, et il n'a pas réussi à avoir de poste universitaire, et il était donc en dehors du monde de la recherche et en dehors du monde de l'université, même s'il s'intéressait beaucoup aux questions de physique et de philosophie. Et en 1905, il travaillait dans le bureau des brevets, si je me souviens bien, c'est le bureau des brevets à Berne, et son travail consistait à examiner les demandes de brevets que les gens déposaient, et puis à les aider à les remettre en meilleure forme et à donner un jugement sur ces demandes. Donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec la physique fondamentale à laquelle il se consacrait par ailleurs. Alors rien à voir, bon, effectivement, on peut se demander, les historiens se sont demandé si quand même les idées qu'il voyait passer dans ses brevets ne lui ont pas donné les idées pour imaginer certaines expériences de pensée qui le guidaient dans ses réflexions. Bon, c'est un problème qui reste ouvert, qui est très intéressant, mais on ne saura jamais évidemment tout ce qui se passait dans la tête d'Einstein. C'est bien dommage parce que on aimerait bien savoir ce qui s'est passé, puis se l'appliquer nous-mêmes pour faire des nouvelles découvertes et devenir le nouvel Einstein, mais ça n'est pas aussi simple. Peut-être dans quelques années, les neurophysiciens ou les neurophysiologistes qui fréquentent le Lazaret vont nous donner quelques recettes, mais on n'en est en tout cas pas là aujourd'hui. Donc Einstein, tout d'un coup, en 1905, va énoncer des idées entièrement nouvelles qui vont complètement révolutionner la physique, et ce qui est extraordinaire, c'est non seulement que ça vienne de quelqu'un qui est en dehors des circuits de la recherche, en dehors des circuits universitaires, mais aussi qu'il va la bouleverser de deux manières différentes. D'une part, une manière qui initie les théories de la relativité qu'il va construire à peu près entièrement à lui seul, et qui d'autre part initie la physique quantique, dont il n'est pas le constructeur, mais dont il est véritablement un des initiateurs, et qui va ensuite être reprise par beaucoup d'autres, dont Heisenberg et d'autres dont on parlera un peu par la suite. Et finalement, pourquoi je parle ici d'Einstein, c'est que ce qui caractérise, à mon avis, le caractère innovateur et révolutionnaire d'Einstein, c'est d'avoir dit non. D'avoir dit non à quoi? D'avoir dit non à la physique newtonienne et à quelque chose de très précis dans la physique newtonienne, qui est le cadre fondamental de cette physique, qui est celui de l'espace et du temps. Alors ceux qui m'ont écouté les autres années savent très bien de quoi je parle, mais pour les autres, ce cadre de la physique newtonienne, ce qu'il y a de novateur au XVIIe siècle, lorsque Newton, à la fin du XVIIe siècle, écrit ses Principia, c'est en premier lieu qu'il énonce un cadre pour la physique qui est le cadre de l'espace et du temps, dont il donne une description mathématique très précise et très performante. Eh bien, ce qu'a osé faire Einstein, c'est de dire non à ce cadre. Et pourquoi des physiciens comme Poincaré, comme Lorentz, qui avaient trouvé des formules qui rendaient assez bien compte de ce qu'on observait et de ce qui finalement a été la motivation pour les théories de la relativité, pourquoi Lorentz, Poincaré ou d'autres ne sont pas les créateurs de la relativité? Parce qu'ils n'ont pas osé dire ce nom, parce qu'ils n'ont pas osé sortir de ce cadre de pensée qui était finalement quelque chose d'implanté très solidement depuis 3 siècles, qui avait fait ses preuves et dont on pensait qu'il était intangible. Non, ce qu'Einstein a dit, c'est, voilà, disons non à ce cadre de l'espace et du temps, et ensuite remplaçons-le. Ça ne sera pas Einstein lui-même qui va introduire cette nouvelle notion d'espace-temps, ça sera son ancien professeur Minkowski, mais finalement on peut interpréter aujourd'hui, et on interprète aujourd'hui, cette théorie de la relativité restreinte, donc fondée par Einstein en 1905, comme le renoncement au cadre newtonien pour la physique, l'espace et le temps, et son remplacement par un nouveau cadre qui s'appelle l'espace-temps. Ça veut dire quelque chose de très précis que je n'ai pas le temps de d'énoncer ici, mais dire ça, c'est à peu près dire toute la révolution de la physique einsteinienne. Le premier caractère de cette révolution, 1905, la relativité restreinte, qui sera complétée en 1915, donc 10 ans plus tard, par sa théorie de la relativité générale, dont nous fêtons aujourd'hui, cette année en tout cas, le centenaire, théorie de la relativité générale, qui va revenir sur cette notion d'espace-temps, qui la tient
complètement pour acquise, mais qui va dire, eh bien, l'espace-temps, c'est pas seulement un cadre indéformable, mais c'est quelque chose qui a des propriétés, qui a une forme, qui a une courbure, et miracle, par cette courbure, Einstein arrive à rendre compte de la notion de gravitation. Donc, une physique nouvelle, complètement révolutionnaire, théorie de la relativité, en 2 étapes, mais plus qu'une physique, une nouvelle vision du monde. Et cette nouvelle vision du monde, elle se fonde sur un nom qui est évidemment le nom au cadre newtonien. Bon, mais en même temps, pourquoi j'insiste sur Einstein? Parce que Einstein était un physicien, au départ un physicien allemand, et il voit, allemand et juif, et il voit cette montée du nazisme, et évidemment, tous les physiciens allemands, juifs ou non juifs, se demandent que faut-il faire, faut-il partir, faut-il essayer de résister, faut-il rentrer dans la résistance, voilà, bon, alors, pour un juif, je crois qu'il n'y a pas tellement de problème, il n'est pas question de rester parce que c'est l'horreur qui commence bientôt, et Einstein va émigrer aux États-Unis, et là, il va se trouver confronté à un problème extrêmement intéressant qui fait intervenir l'autre protagoniste qui m'intéresse ce soir, qui est Heisenberg. Et là, je sais que vous avez tous lu le livre de Jérôme Ferrari, et si jamais il y en a qui n'ont pas lu, je vais en rappeler quelques éléments. C'est le livre qui s'appelle Le Principe, et le principe qui fait allusion au principe d'incertitude de Heisenberg. Et c'est intéressant parce que, comme tous les physiciens de cette époque, Heisenberg s'est trouvé confronté à une question fondamentale, une question vitale, une question primordiale, qui était, faut-il continuer à faire de la physique dans le cadre de cette Allemagne qui se nazifie de plus en plus, qui chemine de plus en plus vers l'horreur. Et l'incertitude de Heisenberg, elle est double, parce que à cette question, faut-il dire oui, faut-il dire non, à l'Allemagne qui donc propose à ses physiciens allemands, évidemment pas aux physiciens juifs qui n'ont absolument pas le choix, mais aux physiciens allemands, disons non juifs, de travailler pour l'Allemagne et pour soit d'une manière civile, soit d'une manière militaire. Faut-il dire oui, faut-il dire non? Et ce qui est intéressant, et ce qui fait à mon avis la grande valeur du livre de Jérôme Ferrari, c'est que justement nous avons... Alors Heisenberg a dit oui, très nettement, il a choisi de rester en Allemagne, mais la question, et tout le monde a été à peu près d'accord, qu'il était a priori souhaitable que certains physiciens restent en Allemagne pour maintenir peut-être pas une résistance ouverte, mais enfin, disons, une certaine vigilance. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un comme Heisenberg est resté comme une sorte de vigie et prête à essayer dans la mesure du possible à freiner l'effort de guerre nazi, voire éventuellement à l'extrême à saboter, ou au contraire, est-ce qu'il a dit un oui qui était une allégeance totale, est-ce qu'il s'est prêté d'une manière totale à ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire finalement à essayer de fabriquer une bombe atomique, sachant qu'il était sur une mauvaise voie. Est-ce qu'il était sur une mauvaise voie de manière volontaire de sa part, ou parce que c'était la suite d'une erreur? Bon, alors il y a une grande incertitude là-dessus chez les historiens. Il y a un grand débat, et justement c'est un des mérites de ce livre de nous avoir présenté d'une manière extrêmement littéraire, d'avoir su traduire l'incertitude liée à ce débat, même si je pense que on peut dire que Jérôme Ferrari prend de manière discrète une certaine position sur ce débat qui n'est pas forcément celle de tout le monde, enfin qui est d'ailleurs plutôt la mienne, mais qui n'est pas partagée de tout le monde. Il y a une grande incertitude, et c'est très intéressant de voir que Heisenberg, qui est par un autre côté le fondateur du principe d'incertitude en physique quantique, dont je vais vous dire un mot, est également le sujet de cette sorte d'incertitude, peut-être pas une incertitude sur ce qu'il a décidé lui-même, peut-être que lui-même avait pris une décision ferme et qu'il s'y est tenu, c'est même pas sûr, c'est peut-être il était dans une situation beaucoup plus confuse, mais en tout cas nous avons une incertitude très nette sur ce qu'il a vraiment fait, ce qu'il a vraiment pensé, la manière dont il a réagi vis-à-vis de cette situation. Et cette incertitude, donc, elle est
elle est double, comme je viens de le dire, qui caractérise Heisenberg, parce que Heisenberg est connu, et il a reçu le prix Nobel pour ses contributions à la physique quantique. Donc la physique quantique, c'est, je vais dire, la seconde révolution qui s'est produite au XXe siècle, d'une manière un petit peu plus étalée dans le temps que les théories de la relativité, et d'une manière aussi étalée quant à ses protagonistes, parce que je vous ai parlé de Einstein en 1905, qui, par un de ses articles révolutionnaires sur l'effet photoélectrique, va établir un des fondements de cette nouvelle physique quantique, sachant que Max Planck, en 1900, avait déjà écrit un article qui pouvait être considéré comme le premier fondement de cette physique quantique, et puis ensuite d'autres vont venir, Schrödinger, Heisenberg justement, puis Dirac, Bohr et beaucoup d'autres, et cette physique quantique va être une œuvre véritablement collective qui va mettre quelques dizaines d'années à être véritablement mise sur pied d'une manière cohérente et opérationnelle, et qui aujourd'hui fonctionne très bien et nous pose d'ailleurs des problèmes d'interprétation. Mais on peut dire que justement tous ces problèmes d'interprétation que nous avons aujourd'hui à propos de la physique quantique, eh bien on peut dire que chaque fois qu'on veut en discuter, eh bien on est quasiment obligé de se référer à Einstein. On est quasiment obligé de se référer à Heisenberg. Et Heisenberg, comme vous le savez, a énoncé ce fameux principe d'incertitude, donc principe qui donne le nom au livre de Jérôme Ferrari, principe d'incertitude qui énonce, ou qui vaut mieux appelé d'ailleurs principe d'indétermination, parce que le mot incertitude est peut-être mal choisi, mais qui énonce que dans certaines circonstances, qui sont justement les circonstances auxquelles s'intéresse la physique quantique, eh bien, dans certaines circonstances, il est absolument impossible de donner une réponse certaine à un certain type de question. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la logique intuitionniste. Une autre manière, une manière moderne de dire ceci, c'est de dire que ces questions, il y a des propositions dont il est impossible de dire qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, et qui donc relève d'un certain langage sur le monde, qui est le langage quantique sur le monde. Eh bien, ce langage est un langage qui relève d'une logique qui est non pas la logique ordinaire, mais la logique intuitionniste. J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est un sujet de travail actuel que j'aime beaucoup en ce moment, qui montre que finalement, quelque chose qui nous déroute, quelque chose qui est contraire à notre intuition, eh bien, c'est quelque chose qui peut quand même se formaliser d'une manière cohérente et d'une manière logique, parce que les logiciens nous ont appris qu'il n'y a pas une seule logique. Et donc finalement, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que j'aurais pu dire beaucoup de choses, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres physiciens, et je voudrais aussi quand même dire un mot d'Einstein à propos de la mise en place de l'arme nucléaire, mais je terminerai peut-être par là dans un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette histoire de la physique, il y a sans arrêt des remises en cause, il y a sans arrêt des non, des oui. Alors des noms qui quelquefois sont des noms qui permettent d'aller en avant. Le nom d'Einstein, clairement, c'est un nom qui permet de faire un saut en avant, qui permet d'arriver à cette physique relativiste